minutes parce que les... Alors, je vais commencer par me présenter et ensuite j'attendrai que tout le monde soit là pour commencer vraiment la conférence parce que la première slide est très intéressante. Non, mais c'est vrai, ça plante le décor. Tu vois. Donc, je suis un paysagiste de l'Essage. J'ai eu un doc de biologie à la faculté d'Orsay juste avant de continuer mes études en paysage. J'avais déjà à la faculté d'Orsay une option paysage et aménagement. Donc on peut dire que oui, à partir du bac, après bac, c'est vraiment vers l'écologie, le paysage que je me suis lancé. Je suis gérant de l'agence Talpa qui est implantée à Saumur, hein, comme l'a dit Grégoire, depuis 2004. Avant, je l'ai créée en région parisienne. Et j'ai créé, il y a 3-4 ans maintenant, une deuxième société qui fait de la recherche et développement justement sur l'adaptation des villes au changement climatique. Je vais en parler un tout petit peu. Je vais en parler ici, d'habitude je n'en parle pas, mais j'ai fait 3 jardins au Festival de Chaumont, donc je pense que c'est le département approprié. Et vous avez vu Dominique Gozin-Muller hier soir, et j'ai reçu 2 prix de la frugalité avec cette association là, dont je fais partie, qui est très intéressante. Et j'ai reçu en 2019 le prix européen de la gestion de l'eau en ville. Et vous allez comprendre pourquoi sol vivant et gestion de l'eau, c'est aussi totalement lié. Et comme l'a dit Grégoire, j'ai sorti un livre en 2020 qui s'appelle La nature en ville, qui a un peu la traduction de la conférence que vous allez voir aujourd'hui. Donc quand on est paysagiste et qu'on s'attaque à un petit peu de recherche et développement sur des nouveaux matériaux, eh ben, il faut faire des essais, il faut faire des coupes techniques, il faut convaincre des maîtres d'ouvrage de commencer des tests, convaincre des industriels aussi pour produire les matériaux et les commercialiser. Donc voilà, ça c'est une image qui vous montre un peu tout le parcours du travail fait pour rechercher des matériaux vivants, perméables au niveau du sol. Est-ce que j'attends encore 2-3 minutes ? On va parler beaucoup en introduction de l'évolution des paysages agricoles au niveau planétaire et les conséquences que ça a sur la ville aussi, bien évidemment. Alors c'est cette slide-là qui est vraiment importante ce matin par rapport à cette notion de vie du sol. On va partir de très très loin. 13,7 milliards d'années, c'est l'âge de l'univers. 4,5 milliards d'années, c'est l'âge de la planète Terre. Et on s'aperçoit que très très vite, la vie sur Terre apparaît. Ce qui est encore absolument exceptionnel à l'échelle de tout l'univers, puisqu'on n'a pas de preuve de vie autre part que sur la planète Terre. Ça va venir. On sent que de plus en plus, on va toucher cette vie ailleurs extraplanétaire, mais pour l'instant, on n'a pas la preuve. Il y a 2,5 milliards d'années, il se passe quelque chose. Les cyanobactéries commencent à oxyder l'atmosphère de la planète, c'est-à-dire que dégagent de l'oxygène et changent la chimie de l'atmosphère. Donc voilà, on a quand même une grande évolution dans cette période-là. Là, on est en milliards d'années, on va passer en millions d'années. Alors, les milliards et les millions, ça n'a rien à voir. 1 million de secondes, ça dure 11 jours. 1 milliard de secondes, ça dure 33 années. Vous voyez que c'est une échelle qui n'a rien à voir. Les milliards, c'est imperceptible pour l'être humain, c'est des quantités qui sont inouïes. Surtout quand on parle du déficit de la France, qui avoisine les 3 000 milliards. Donc, il y a 400 millions d'années, il se passe quelque chose d'aussi hyper intéressant. Il y a 400 millions d'années, vous aviez des terres émergées. Vous aviez des requins dans les océans qui sont quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, mais les plantes n'existaient pas. Les plantes n'existaient pas il y a 400 millions d'années. Les animaux existaient, les plantes n'existaient pas. Des bactéries et des mycorhizes sont sortis des océans, donc on a commencé à en parler ce matin. Les mycorhizes, ce sont des filaments de champignons. On commençait à rentrer dans le minéral pour en extraire des éléments chimiques. Et c'est ce phénomène-là qui s'est produit il y a 400 millions d'années sur la planète Terre qui a commencé à préparer la vie du sol et justement l'apparition des végétaux.
Il y a 150 millions d'années, les oiseaux apparaissent et il y a 100 millions d'années, les premières fleurs apparaissent. Bien évidemment, les végétaux évoluent. Au début, ce sont des grandes fougères, ce sont des grands palmiers, ce sont des grandes prêles, des prêles géantes, des choses comme ça. Et puis des conifères, et puis ensuite, la première fleur apparaît il y a 100 millions d'années. Et il y a 100 millions d'années, lorsque la première fleur apparaît, l'abeille telle qu'on la connaît actuellement apparaît en même temps. Donc on voit bien qu'il y a une symbiose parfaite entre les insectes, les plantes, les fleurs, les plantes, la vie du sol, les bactéries, les mycorhizes, tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble depuis au moins 400 millions d'années. Nous, l'homme, vous voyez, on est apparu sur Terre il y a 250 000 ans. Donc à l'échelle de tout ce qui s'est passé auparavant, c'est ridiculement petit. Je ne sais pas si vous voyez le petit trait, mais on a dû le grossir pour qu'il puisse apparaître sur l'échelle de temps, pour que vous puissiez le voir. Et ensuite, il y a 45 000 ans, on a commencé à migrer d'Afrique pour envahir toute l'Europe. Donc lors de ces grandes migrations, là vous avez une image d'un site qui est situé à El Guettar en Tunisie. Les peuples africains migrent, remontent vers l'Europe pour envahir tout le reste de la planète par la suite. Et dans ce désert tunisien, vous avez la première trace archéologique que l'homme rend comme hommage à la nature. Premier temple à la nature à côté d'une source à l'époque, il y a 40 000 ans, ça a été daté de cette époque-là. C'est un archéologue français qui a découvert ce petit monticule lors de fouilles archéologiques. Première trace de l'homme qui rend hommage à la nature. Il fait un truc un peu bizarre, il fait un petit tas de cailloux, une sorte d'offrande à cette source qui le permettait de boire lors de ses grandes migrations. Toujours dans ce paysage d'El Guettar, dans le sud de la Tunisie, des milliers d'années plus tard, puisque ça date d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, personne ne sait le dater précisément, mais en tout cas, les hommes présents sur place commencent à diriger les sources présentes au pied de la montagne et le dirigent vers le désert, une zone semi-aride, enfin vraiment aride, ce qui était un ancien lac de sel asséché. Et grâce à ces puits que vous voyez sous la photo, c'est des puits qui font 10 ou 15 mètres de large, qui permettent de donner la connexion avec un réseau souterrain de canaux qui permettent d'emmener l'eau vers cette oasis qu'ils créent au milieu du désert. Dans cette oasis, au milieu du désert, vous avez 300 hectares de production agricole en parfaite harmonie avec son environnement qui faisait vivre des milliers d'habitants, jusqu'à 20 000 habitants dans les années 50. Là, on parle de climat aride, de chaleur, de soleil qui frappe à un environnement. Vous voyez, ça nous rappelle beaucoup de choses qui se passent maintenant dans notre pays. Dans cette oasis d'El Guettar, dans toutes les oasis de milieux arides, vous avez 4 étages. Le premier étage au sol, la culture de fruits, de légumes principalement, de céréales. Vous avez les troupeaux qui se déplacent au milieu de tout ça pour brouter les délaissés, pour faire de la viande et du lait, bien évidemment. La strate moyenne, vous avez les arbres fruitiers, les pistachiers. Et ensuite, la strate haute, les palmiers, dattiers, qui donnent bien sûr de quoi manger, mais aussi de quoi faire des clôtures, des toitures, des charpentes et du bois pour les maisons. L'homme d'aujourd'hui appellerait ça la permaculture ou la forêt jardinée. En fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. Dès qu'on a été obligé de se nourrir dans un milieu contraint, on a appliqué des techniques basées avant tout sur la vie du sol, bien évidemment, avec l'eau comme élément important du dispositif, mais aussi on essaie de se protéger du soleil pour pouvoir cultiver sur ces terres-là ce dont on a besoin pour se nourrir. Une toute petite parenthèse par rapport à la permaculture, parce que tout le monde en parle, il y a même maintenant la permarchitecture. Donc c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans le langage commun à tout le monde. Tout vient au départ d'un petit manuel qui a été écrit par un monsieur, j'ai oublié le nom, qui s'appelle « Le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris » en 1858. Et ce livre-là a été diffusé dans le monde entier. Il y a plus d'exemplaires aux États-Unis, en Angleterre, qu'il y en a en France. Parce qu'à cette époque-là, les maraîchers de la ville de Paris ou des abords de la ville de Paris étaient les plus pointus au monde.
Et ce bouquin-là a fait son petit bonhomme de chemin. Il a été repris par des Américains, des Japonais, pour terminer dans les années 70 par des Australiens qui développent et concrétisent vraiment la notion de permaculture, qui est presque une philosophie de vie, en réalité, sur comment se nourrir en respectant la nature, en se servant des équilibres écologiques, etc. Donc ça, c'est de la petite parenthèse sur la permaculture. On revient en France. En France, l'agriculture apparaît il y a 7000 ans. La grande révolution de l'an 1000, c'est l'invention de la charrue. Où là, on commence à retourner la terre. Avant, on faisait simplement des sillons. On grattait un petit peu la terre et on mettait des graines et ça poussait. Jusqu'au 19e siècle, on obtient un très bon équilibre des sols vivants en agriculture avec une diversité de maraîchage, d'arbres fruitiers assez exceptionnelle. On avait compris qu'un petit peu de carbonate de calcium, avec du fumier bien décomposé, des engrais organiques, on arrivait à avoir un sol qui est bien productif et très intéressant. Vous aviez dans tous les villages de France vos propres variétés de pommes de terre, vos propres variétés de pommes, de poires. On a perdu énormément de diversité en termes de légumes et de fruits dans notre pays, en Europe, depuis le 19e siècle. Les bocagères, qui semblent être des choses qui datent de Mathusalem, en réalité, c'était des éléments extrêmement modernes de l'agriculture, puisqu'elles permettaient de créer des microclimats, de gérer l'eau, d'apporter de la matière organique, de séparer les troupeaux des parcelles cultivées, etc., etc. Et toutes ces bocagères, dans notre pays, la plupart du temps, sont apparues à la fin du 19e siècle, voire au début du 20e siècle. Et en quelques dizaines d'années, on les a totalement détruites sans se préoccuper de ces notions d'équilibre de l'agriculture avec son environnement. L'agriculture française au XIXe siècle avait plus de biodiversité que la forêt amazonienne actuelle. L'homme qui travaille en parfaite harmonie avec la nature est beaucoup plus efficace pour la biodiversité que lutter contre la nature, en réalité, bien évidemment. Ensuite, il y a eu la folle histoire des engrais chimiques, NPK. Je ne vais pas détailler, mais en tout cas, c'est très lié aux grandes guerres mondiales qu'il y a eu sur les territoires européens. Ce sont des déchets de la guerre, la poudre à canon notamment pour l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont des dédommagements de guerre et des produits pour produire de l'acier et de la fonte, qui ont fait que notre agriculture au niveau international, a été dopé par ces éléments chimiques. Quand on introduit des éléments chimiques dans un sol qui était au préalable vivant, toutes les bactéries et les mycorhizes se disent « je n'ai plus rien à faire » puisque c'est elles qui prenaient dans le minéral pour donner aux plantes les éléments nutritifs. Elles se disent « j'ai rien à faire, donc je reste en dormance » ou je m'en vais plus loin. C'est comme ça qu'on arrive à la grande accélération, mais surtout à un grand cercle vicieux qui fait qu'on a beaucoup de mal à se sortir de cette agriculture intensive qui détruit la vie du sol et qui impose aux agriculteurs d'utiliser toujours plus de produits chimiques ou d'intrants pour essayer de soigner les plantes pour les maladies qu'on a créées nous-mêmes, en réalité. Il faut 28 éléments minéraux pour nourrir les plantes. On en donne 3 et on se dit que ça va bien se passer. On va avoir des super rendements. Mais la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, vous avez des maladies et des dépérissements. Le gros problème de l'agriculture en France et aussi en Europe et puis dans beaucoup de pays industrialisés, c'est que ce n'est pas tellement les tracteurs qui relâchent un peu de CO2 avec leur moteur diesel qui participent au changement climatique, c'est surtout les gaz qui s'échappent de tout ça. Quand vous étalez de l'azote chimique sur les champs, avec le réchauffement climatique, vous avez une réaction chimique qui fait que vous dégagez de protoxyde d'azote. Et le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est 300 fois plus efficace que le CO2 pour le réchauffement climatique. Plus le méthane, qui est 30 fois plus efficace que le CO2 en élevage intensif, vous comprenez bien que notre problématique d'avoir perdu les sols vivants en agriculture intensive, les conséquences sont extrêmement fâcheuses pour le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'à peu près 25% du réchauffement climatique est lié à notre agriculture, alors qu'elle pourrait être un puits de carbone et générer de la biodiversité. Donc ça, c'est pour les champs de céréales, les champs cultivés. On se dit que finalement, les prairies, dans les prairies agricoles qui sont fauchées pour donner de l'herbe à manger aux animaux, c'est quand même pas mal. Ça devrait être assez sympathique pour la biodiversité et le développement des insectes, etc. Sauf que ces prairies sont retournées, sont semées, sont engraissées avec des engrais chimiques.
Et vous avez surtout des interventions de fauche qui ont lieu entre avril, mai, juin. Ouais, déjà en juin, c'est déjà une fauche très tardive pour eux. Quand vous intervenez, quand vous fauchez une prairie dans ces périodes-là, au printemps, vous interrompez le cycle de reproduction de toutes les fleurs sauvages, de tous les insectes et de tous les oiseaux qui étaient liés à cette agriculture harmonieuse avec l'homme, en fait. C'est comme ça qu'on effondre la biodiversité à l'échelle d'un pays. Alors toutes ces prairies naturelles là, qui étaient complètement liées à nos modes culturels hérités du 19e siècle, qui étaient extrêmement modernes en réalité, on les a totalement perdues sur des surfaces énormes, ce qui fait que les fleurs sauvages, leur refuge est quasiment plus qu'en ville. On n'a quasiment plus de fleurs sauvages à la campagne, sachant que vous avez des panneaux au bord des routes où on vous dit fauche tardive, etc., fauche raisonnée, c'est formidable, la biodiversité, sauf que si vous la faites en juin, vous interrompez quand même le cycle de reproduction de toutes les espèces. Si vous la faites avant septembre, vous massacrez la biodiversité. Donc regardez si vous voyez une route qui est laissée tranquille jusqu'au mois de septembre, ça n'existe pas en France. Comment on le voit, ça, toute la perte de fleurs sauvages à l'échelle d'un territoire comme la France? Regardez notre production de miel depuis les années 95. On était à 35 000 tonnes en 95 pour arriver. Alors bien sûr, il y a des hauts et des bas. Il y a des années, ça remonte. Pendant le confinement, l'année 2020, c'est remonté un petit peu. Mais regardez 2021, on continue la chute vertigineuse de la production de ces insectes pollinisateurs, alors ça, pour le coup, domestiqués. Et en même temps, on importe 31 000 tonnes de miel. C'est pour ça que vous n'y voyez que du feu. Vous pouvez toujours acheter votre miel au supermarché. Et en réalité, sur le territoire national, vous avez quasiment plus de production de miel. Et pourtant, le nombre d'apiculteurs a doublé en 10 ans. On avait 35 000 apiculteurs dans les années 2005. On en était à 70 000 en 2015. Parce qu'on sent bien qu'il faut faire quelque chose. Alors on se dit, on va mettre des abeilles, c'est bien pour la biodiversité. Mais si vous n'avez pas de fleurs, ça ne sert à rien. L'abeille ne va pas sur un épi de maïs ou sur un épi de blé, par exemple. Ni sur une pelouse bien tendue d'une cité ou d'un pavillon de banlieue. On a perdu aussi la moitié de nos maraîchers en 30 ans ou 40 ans. Donc quand vous n'avez plus d'insectes qui sont complètement liés à ces fleurs-là, les oiseaux qui mangeaient les insectes disparaissent aussi à vitesse grand V. Pour vous donner des chiffres plus précis, parce qu'on se dit que dans un pays comme la France, on a des relevés depuis 50 ans ou 100 ans de spécialistes qui savent dire où en sont les populations, les différentes populations. En réalité, non. Dans un pays comme le nôtre, on commence à faire des relevés un peu précis à partir des années 2000. Parce qu'on sentait bien qu'il y avait un gros problème de biodiversité. Et à partir des années 2000, vous voyez, en 2002, la LPO commence à faire quelque chose d'un peu officiel. Et elle s'aperçoit qu'en 13 ans, vous avez des chiffres d'effondrement qui frisent les 70% sur cette période-là. Ça veut dire que ça a beaucoup perdu avant, énormément perdu après. Donc on est au bord de l'extinction de la plupart des oiseaux en France, qui étaient des oiseaux complètement liés à l'agriculture, qui vivaient en harmonie avec nous. Pour l'eau, je ne vais pas détailler le schéma, mais en tout cas, vous accélérez l'eau dans des drains, gorgés de pesticides et d'engrais chimiques. Vous les faites aller vers des zones humides canalisées en fossés. Ça passe par des peupleraies, rarement par des prairies, quand ce n'est pas un centre commercial, pour se rendre directement à la rivière, avec tous ces éléments d'engrais et de pesticides qui font que soit les rivières disparaissent. Là, ce n'est pas au Brésil ou en Inde ou en Chine, c'est en France. Vous avez des rivières en quelques décennies qui disparaissent des paysages. Et quand il y a encore de l'eau dans les rivières, vous avez ces réactions chimiques qui font que les cyanobactéries d'il y a 2,5 milliards d'années se mettent à proliférer, à faire mourir les rivières, à dégager, au moment où elles se décomposent, un gaz neurotoxique qui flingue les chiens qui viennent se baigner dans la Loire. Ça, vous avez tous entendu parler. À Tours, les chiens vont se baigner dans l'Indre ou la Loire et en 2 heures, c'est rectifié. Mais qu'est-ce que vous pensez qui se passe pour les renards, les chevreuils, tous ces animaux-là? C'est exactement la même chose.
Donc ça, c'est le réchauffement climatique qui accélère le phénomène, plus les engrais chimiques qui sont mis dans nos circulations d'eau. On va revenir à El Guettard. À El Guettard, on a créé la France, dans le cadre de la colonisation, des carrières de phosphate à la fin du 19e siècle. Et puis, lors de l'indépendance, la Tunisie a repris cette activité. C'est la principale activité économique de la Tunisie. Le Maroc et l'Algérie, c'est à peu près la même chose. L'Algérie, ils ont un petit peu de gaz et d'hydrocarbures à nous vendre aussi. Pour faire 1 mètre cube d'acide phosphorique pour nos champs agricoles, en France, en Chine, dans tous les pays où il y a une agriculture développée, pour faire 1 mètre cube d'acide phosphorique, il faut 8 mètres cubes d'eau dans des territoires arides comme cela. Donc on puise depuis des décennies dans les nappes phréatiques ancestrales qui étaient là depuis les hommes préhistoriques, des nappes phréatiques qui avaient des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des quantités d'eau astronomiques pour rincer du minéral et ensuite le polluer parce que tous les métaux lourds se concentrent bien sûr dans les eaux et viennent polluer les nappes phréatiques. Le peu de nappes phréatiques qui restent et les nappes phréatiques deviennent de plus en plus salées. On pourrait se dire, si ça fait du travail pour les gens, c'est bien, mais vous avez 30% de chômage dans ces pays-là, et vous avez cette usine qui tourne avec 3 gugus, des camions énormes, des trains, des pelleteuses énormes qui creusent à même le sol pour ne pas faire de travail pour les gens qui sont dans le secteur-là. Et au final, quand une nappe phréatique qui était à moins 15 mètres dans les années 60 se retrouve à moins 70 mètres quelques décennies plus tard, cette oasis qui permettait de nourrir 20 000 personnes dans les années 50, finalement, elle est en train de disparaître sous nos yeux. C'est l'exploitation à outrance des ressources naturelles non renouvelables à l'échelle planétaire. Nous, en France, on a tout épuisé. On a épuisé nos carrières d'ardoise, on a épuisé nos carrières de pavés, on a épuisé nos carrières de nos hydrocarbures, nos gaz, etc. Tout a été épuisé. Là, nous, c'est fait, c'est rectifié. Dans des pays comme cela, on continue à le faire, mais les conséquences sont extrêmement fâcheuses pour même la survie des peuples sur place. Il faut savoir que les gens qui habitent sur place, il y a toujours des milliers d'habitants, ils boivent de l'eau dans des bouteilles plastiques importées d'Italie et tous les fruits et les légumes viennent en barquettes plastiques depuis l'Italie. Thomas Pesquet, pour nous montrer l'impact de l'homme sur la planète, lors de ces 2 missions, chaque interview dans son livre aussi nous montre cet impact. Alors là, c'est extrêmement parlant. La fragilité de la planète, la fragilité de notre atmosphère, mais aussi l'impact de l'homme, ne serait-ce qu'avec l'éclairage public la nuit. On voit bien que finalement la France, on a un impact considérable, mais regardez la Belgique, le nord de l'Italie, le Portugal, enfin, regardez l'impact de ces pays-là, quoi. Ces pays européens qui veulent donner des leçons aussi à l'ensemble du monde, notamment en agriculture, sur nourrir la planète, etc. Je me suis permis de rajouter 2022 dans les températures les plus élevées jamais recensées, même si on n'a pas eu encore le résultat de la moyenne annuelle, mais on le sait bien, vous avez vu ce qui s'est passé cet été. Donc l'effondrement de la biodiversité qui dans notre pays est extrêmement dramatique, extrêmement imposant, plus on regarde les chiffres, plus on est abasourdi par ce qui se passe, plus le réchauffement climatique que vous percevez, que vous touchez du doigt maintenant, ce sont les modifications de notre environnement les plus rapides et les plus fortes de toute l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est une conférence raccourcie, donc c'est l'introduction, c'est les éléments chiffres, je suis désolé, c'est un petit peu perturbant, mais ça permet d'introduire le reste, et puis j'ai pas tout détaillé, ce qui se passait au niveau de l'élevage intensif, etc. On était arrivé en ville des aberrations quand même. Ça, c'est une photo qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous aviez des mecs équipés en cosmonautes pour balancer des produits chimiques sur un massif de pensées esthétiquement douteux au milieu d'un rond-point, au milieu de la circulation. Donc ça veut dire qu'il y a des élus, il y a des services techniques, il y a des jardiniers qui ont accepté ça. Il y a une population qui a encouragé ça, qui n'a pas lutté contre en tout cas. Ça a continué, ça a continué.
Et puis quand la loi Labbé est arrivée en 2017, on a dit stop aux engrais, enfin aux produits phytosanitaires en ville, ce qui paraît assez logique parce que c'était pour voilà, essayer de flinguer la dernière fleur qui pouvait exister au pied d'une clôture moche de lotissement avec une bordure en béton et un parking en goudron. Et quand la loi Labbé a interdit l'utilisation de ces produits-là, eh ben, on a envoyé les jardiniers désherber à la main toute l'après-midi la cour de la mairie en essayant de trouver des solutions pour toujours essayer de détruire le vivant, de détruire la moindre mauvaise herbe, comme on dit, au cœur des villes. Et ça continue parce que quand vous allez au Salon des maires à Paris une fois tous les ans, vous apercevez que la section environnement, ce n'est que des gens qui vous vendent des machines pour essayer de détruire, de brûler maintenant. Alors on n'arrache plus parce qu'on voit bien qu'arracher, c'est pas possible. Alors s'il y a des grosses brosses métalliques qui essayent de tout arracher en passant, ça arrache tout. Comme ça abîme les voiries, ça abîme tout. Mais là, vous avez un mec qui tire sa bouteille de gaz, qui est obligé de sécher son trottoir parce qu'il a plu juste avant. Hein, vous voyez, c'est mouillé. Donc il faut sécher le trottoir, essayer de griller la plante. Et 15 jours, la plante, au printemps, elle est revenue parce qu'il y a un petit peu de chaleur du chalumeau, ça rebooste tout ça. Donc c'est complètement aberrant de vouloir lutter systématiquement contre la nature, contre les mauvaises herbes, les herbes folles en ville. Alors là, j'étais invité à participer à un colloque sur les assises nationales de la biodiversité à Massy-Palaiseau. Donc je sors de la gare TGV, je me rends à ce colloque pour faire une intervention et je prends une photo quand même parce qu'on est super bien accueillis. Là, il y a quand même des hirondelles, il y a des papillons, il y a des coccinelles sur des palmiers, sur des belles plantes sur l'affiche. Bon, ça plante le décor. Ensuite, vous avez derrière une publicité d'un promoteur qui dit vivez, je sais pas quoi, vivez en ville, mais habitez en ville, mais vivre dans un jardin. On se dit fantastique. Et puis on voit ce quartier qui vient de sortir de terre, en théorie sur cette thématique-là, qui est entièrement minéral, même si on aperçoit vaguement un arbre tout au bout là-bas, et puis un petit peu de mauvaises herbes, effectivement, dans le coin du caniveau. Donc là, l'introduction, l'accueil est assez splendide dans la démarche. Donc nous n'avons absolument pas commencé à adapter la ville au changement climatique. On n'a rien fait du tout, absolument pas. Donc là, je continue à avancer vers le centre des congrès pour le colloque et je vois les services espaces verts ont fait une jolie petite oasis, là, un peu comme El Guettar. Et puis derrière, vous avez un piano avec du géranium qui sort du piano. C'est assez fantastique, donc bel effort, bel investissement des élus, des services techniques, des jardiniers, on est fiers. Et là, le pire de tout, ce sont les commerciaux avec leurs beaux costumes qui vont vous vendre un banc hôtel à insectes à 2000, 2500 € pour vous faire croire que vous allez sauver la planète et sauver la biodiversité en ville grâce à ce genre de choses, des investissements toujours plus grands, toujours plus forts. C'est fait avec un écologue, un écologue spécialiste, fantastique. Mais si vous n'avez pas une prairie, si vous n'avez pas une fleur, à part le géranium dans le piano, à moins de 300 mètres de cet hôtel à insectes, ne faites pas ça, quoi. Ne faites pas ça. Au contraire, faites une prairie sur l'ensemble du site, ça sera beaucoup plus intéressant, à mon avis. La bonne nouvelle, et ça c'est aussi assez crucial par rapport à la notion de vie du sol, on peut recycler la ville sur la ville. Je vais vous montrer pourquoi. Tous ces éléments minéraux, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie de l'histoire de la planète. Alors, pas forcément sous cette concentration-là, sous cette forme-là de goudron en plaques, etc. Mais en tout cas, les hydrocarbures, c'était présent sur la planète. Le minéral, c'était présent sur la planète. On les a simplement agencés différemment. Mais en tout cas, si vous avez du minéral en ville, on peut tout à fait l'utiliser pour recycler la ville sur la ville. Parce que, ça a été dit tout à l'heure par mon confrère, effectivement, la vie du sol se concentre sur les premiers centimètres. Ça ne sert à rien de faire une fosse de plantation à moins de 2 mètres de profondeur avec de la terre végétale à moins de 2 mètres de profondeur. Ça ne sert à rien du tout. Une fosse de plantation, ça doit être du minéral et de la vie du sol. Et là, vous reconstituez les conditions de vie de toutes les plantes qui vivent sur la planète. Les champs agricoles avec de la terre bien propre, bien retournée, c'est autre chose. C'est de l'agriculture intensive. Ça permet de diffuser des engrais chimiques. Ça permet d'éliminer les mauvaises herbes. C'est autre chose. Mais la nature en ville, c'est le minéral, la vie du sol et les plantes. Quand j'ai compris ça, il y a une dizaine d'années, c'est pour ça que j'ai lancé un peu cette démarche, comment végétaliser les villes au maximum et les adapter au changement climatique.
Pourquoi? Un sol vivant, donc un sol vivant, ça a été dit aussi tout à l'heure, un sol vivant est végétalisé, hein, l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est la symbiose entre les plantes et les bactéries et les mycorhizes qui font un sol vivant, permet l'infiltration des eaux pluviales. Un sol vivant est beaucoup plus perméable que le même sol, un tas de cailloux ou un tas de graves compactés, que le même sol sans vie. À compaction égale, là on va commencer à parler de technique, vous pouvez avoir quelque chose de très compacté, si le sol est vivant, s'il y a des choses qui poussent dessus, il va infiltrer énormément d'eau. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, un sol vivant et avec de l'air dedans. C'est cette vie du sol qui va créer ces passages d'air qui vont créer la perméabilité. Et les mycorhizes, qui sont, elles, sont capables de rentrer dans le minéral, de passer aussi à travers l'argile, bien évidemment, pour faire écouler l'eau en profondeur, 7-8 mètres de profondeur, et surtout la faire remonter quand la plante signale qu'elle est en déficit hydrique. Il fait très très chaud là-haut, j'ai besoin d'eau pour pouvoir résister à la chaleur, pour pouvoir créer de l'évapotranspiration autour de moi pour faire descendre les températures. Donc elle envoie un signal à la mycorhize va chercher à 7, 8 mètres, 10 mètres de profondeur de l'eau, la fait remonter ensuite via les racines, ça fait de l'évapotranspiration et vous créez un îlot de fraîcheur. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne depuis 400 millions d'années. Donc on infiltre des grandes quantités d'eau, on les restitue quand on en a besoin, ensuite on purifie l'air, bien évidemment, on stocke le carbone dans le sol, et on a une meilleure santé pour les êtres humains qui habitent en ville, ça, toutes les études le montrent, et surtout une meilleure santé mentale. Donc ça change tout. Les bactéries et les mycorhizes changent toute notre approche de la ville, en fait, et notre problématique de réchauffement climatique. Laissez tomber les feuilles au sol. C'est comme ça qu'un sol vivant se régénère. Ce n'est pas des feuilles qui vont obstruer quoi que ce soit. Ce n'est pas des gens c'est des feuilles qui vont faire glisser les personnes âgées. Vous voyez, un sol vivant, il est moins sensible au gel. L'humidité, elle est enfoncée dans le sol. Donc il n'y a pas de... Il n'y a aucun problématique. C'est vraiment, il faut complètement changer notre regard sur notre approche de l'aménagement urbain en réalité. Quelques projets, alors on a fait plus de 250 projets en France, surtout dans l'ouest de la France et en région parisienne. Je vais vous montrer quelques projets pour illustrer le propos. Alors, je vais commencer par un jardin à Chaumont-sur-Loire qui est intéressant. Alors, c'était 2018, la thématique Jardin de la pensée. Alors, heureusement, le monsieur m'a fait la pose du penseur de Rodin pour être raccord avec le thème, mais c'est à peu près la seule chose qui est raccord avec le thème cette année-là, puisqu'on a fait un jardin entièrement biosourcé, pour montrer aussi que la terre n'a pas d'intérêt. J'ai entendu parler de pleine terre tout à l'heure. En ville, oublions la pleine terre. On ne va pas importer de la terre des champs agricoles pollués pour la mettre en ville. Recyclons la ville sur la ville, vous allez voir comment. Mais surtout, là, on ne travaille qu'avec du minéral et du biosourcé et de la biomasse. Et on s'aperçoit que la biodiversité apparaît instantanément. Vous avez énormément de fleurissement. Alors ça, c'est un spectacle. Hein. Chaumont-sur-Loire, c'est de l'événementiel. C'est pas de la nature retrouvée. C'est plutôt quelque chose d'éphémère et une sorte de mise en scène. Et on s'aperçoit que dans ce jardin-là, donc vous avez vu une grenouille, vous avez vu des orvées qui se développent, une véritable pouponnière d'orvées. Des papas, des mamans, des bébés orvées, des centaines d'orvées qui se développent dans ce jardin-là. Moi, ça faisait des années, j'en avais pas vu. Et là, en quelques semaines, ça devient une véritable usine à biodiversité. Vous voyez, il y a des fleurs quand même, il y a des fleurs horticoles. Alors, il y a un grand débat avec les écologues qui veulent absolument des fleurs naturelles un peu partout. Il n'y en a plus, donc arrêtons d'attendre que ça se reproduise. Vous avez des fleurs horticoles, et dont acte, les insectes pollinisateurs sauront s'en servir. Au moins, elles serviront pour survivre. C'est une question de survie. Donc la fleur en ville, le fleurissement des villages, même si c'est très joli, c'est très sympathique, il y a les villes et villages fleuris, c'est très mignon, mais c'est une question de survie simplement pour la biodiversité, uniquement. Et en plus, on se fait plaisir. L'illustration parfaite de ce que je viens de dire, c'est Fontevraud-l'Abbaye.
tel que c'était auparavant. Vous voyez tous les villages de France, hein, mon collègue le disait tout à l'heure, goudronnés de façade à façade. Voilà comme était Fontevraud à l'abbaye, au lieu du tourisme en Maine-et-Loire, avec des milliers de visiteurs qui viennent voir l'abbaye. C'est délicat d'accueillir des touristes dans un environnement pareil, hein. Tous les villages de France ont été sous cette forme-là ou le sont encore. Je ne vous parle pas de la bordure qui ne sert à rien, des petits bouts de place de parking qui ne sont pas du tout à l'échelle de la problématique, des panneaux qui, de toute façon, on est incapable de lire ce qui est marqué dessus, et puis ce petit fleurissement anecdotique dans des jardinières qui demandent énormément d'intervention et de produits pour pouvoir maintenir un fleurissement sur place. Voilà ce que c'est devenu, c'est extrêmement minéral, avec un vrai travail avec les architectes des bâtiments de France à l'époque, puisque Fontevraud, c'est la fontaine d'Évreux. Donc forcément, on a dû remettre une fontaine sur place. Mais cette fontaine, bien évidemment, d'abord, on a fleuri l'ensemble des abords de la place, mais cette fontaine, on l'a faite vivante. Donc c'est un monument en pierre, le minéral, encore une fois, vous avez de l'eau, ça commence à être intéressant. On ne met pas de produits chimiques, donc des filtres bactéries, simplement pour que l'eau soit claire, hein, pour que ça fasse un petit peu propre. Et vous avez des algues qui commencent à se développer sur le monument, et c'était annoncé comme ça, c'était vendu comme ça, hein, un peu à l'image des fontaines dans le sud de la France qui deviennent une véritable boule de mousse et de fougère au bout de plusieurs dizaines d'années. On met non potable, hein, c'est un circuit fermé parce que, bon, quand même, l'eau n'est pas pure comme une eau potable. On met non potable, mais regardez, le petit insecte, lui, il vient boire sur ces affleurements un petit peu humides. Ces insectes-là ne viennent pas boire dans des gamelles, hein, ne viennent pas boire dans un torrent, au bord d'une rivière. Ils ont besoin de petites mousses légèrement humides, de petits rochers légèrement humides, de clapotis au bord d'un torrent. C'est là-dessus que ces animaux-là s'alimentent en eau. Donc il faut des fleurs, mais il faut aussi un peu d'eau, mais de l'eau qui mouille du revêtement. Et pas un grand bassin avec du chlore dedans pour faire joli dans la ville. Donc voilà, c'est un village qui finalement vit très très bien. D'autres parties du village, tel que c'était auparavant, tel que c'est devenu. Vous voyez aussi qu'on a toujours des voitures qui se garent, hein, c'est pas un problème. On a même plus de places de stationnement après qu'avant, mais c'est beaucoup mieux organisé en laissant la part belle justement avec cette notion de végétalisation de la ville et toujours cette histoire d'étage. S'il y a une chose à retenir aussi dans cette conférence, c'est cette notion d'étage dans les projets. Là, vous voyez, vous avez un rosier liane très horticole qui pousse au cœur d'un poirier. Donc, et puis au pied, il y a plein d'autres choses qui s'y passent, avec des fleurs pour les insectes et pour que les oiseaux puissent manger les insectes et se reproduire, etc. Donc la partie basse qu'on a fait dernièrement, on a pu faire des espaces beaucoup plus perméables sur les trottoirs, parce que c'est un projet qui date il y a une dizaine d'années maintenant. À cette époque-là, on n'avait pas forcément les techniques pour les revêtements perméables et végétalisés sur les trottoirs et sur les places de stationnement. Une autre partie du village telle que c'était auparavant, vous imaginez les conditions de vie pour les habitants, hein, quand vous sortez de chez vous, que vous faites couper les pieds par un camping-car qui avance pour essayer de se rendre à l'abbaye. Voilà, regardez aussi le front bâti. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un patrimoine préservé, quelque chose qui est mis en valeur, sans aucun ravalement? Voilà comment ça a évolué l'année suivante. Ça change tout. Et encore une fois, on n'a pas touché au bâti. C'est simplement commencer à réfléchir à la perméabilité des sols au niveau des pieds de façade. On s'aperçoit que quand vous avez du goudron ou du béton qui arrive au pied d'un immeuble en tuffeau, ça crée des problèmes d'humidité et vous avez la pierre qui pourrit. Et bien là, on va se servir de cette humidité présente dans le sol pour générer des végétaux qui vont assainir les pieds de façade et qui vont empêcher la pierre de s'abîmer. Toujours le minéral qui est mangé par les bactéries et les mycorhizes pour donner à manger aux plantes, hein, en réalité. Sauf que là, ça permet d'assainir tout ça. Dans ces fosses de plantation qui commencent à apparaître, là, vous voyez quand même les gens sortent de chez eux pour bouquiner, discuter. Vous avez une petite famille là, qui se déplace à moitié sur la route en enrobé, à moitié sur le trottoir. C'est le premier espace partagé du Maine-et-Loire. Donc les gens sont autorisés à circuler au milieu de la voirie. Hein, ils sont prioritaires sur les voitures. C'est toujours les mêmes flux.
Je peux vous montrer des photos où vous avez aussi des camping-cars, des voitures qui circulent dessus, mais c'est apaisé et ça fonctionne très très bien. On réduit au maximum l'emprise de la voirie pour empêcher un petit peu les gens de se croiser. Quand ils se croisent, ils se mettent la roue sur le trottoir. Et quand on met sa roue sur le trottoir, psychologiquement, on se dit « je roule sur l'espace piéton, donc je fais ça à vitesse très très, très lente ». Donc ça permet vraiment d'apaiser les flux et de gérer l'eau de manière aussi bien plus intéressante. Ce que c'est devenu quelques années après, dans des fosses de plantation qui font 40 cm par 40 cm. Donc très très, très, très réduite, remplie de minéral, du gravier à béton, potion magique de vie du sol. Et là, les bactéries et les mycorhizes vont faire leur symbiose avec la racine des plantes, vont se nourrir sous la voirie, en profondeur, à 10 mètres de profondeur, sans aucun problème, et vont générer des plantes qui ne sont pas malades, qui sont très bien, qu'on n'a pas besoin d'arroser, qu'on taille effectivement une fois par an l'hiver, et ce sont les habitants qui entretiennent devant chez eux. Et encore une fois, j'avais demandé, moi, il y a quelques années, à un rosiériste, est-ce qu'une rose, c'est bien pour la biodiversité? Je ne sais pas, je sais pas te dire. Eh ben, une rose, ça permet d'avoir des insectes pollinisateurs. C'est, encore une fois, une histoire de survie. Et quand on regarde au niveau du sol, effectivement, vous avez ce qu'on peut appeler des mauvaises herbes, mais quand vous avez un spectacle comme celui-là, on ne se concentre pas sur les pissenlits, même si moi je trouve ça très intéressant, mais regardez ce qui pousse. Vous avez des champignons qui poussent en ville, ça veut dire qu'il y a toute une trame brune qui est apparue au sein de ce village et qui permet d'avoir la preuve qu'on est sur un sol vraiment, vraiment vivant. Et on peut marier sans problème le patrimoine, l'adaptation au changement climatique, le fleurissement, etc., le paysage. Comme disait Adrienne tout à l'heure, architecte des bâtiments de France, effectivement, le patrimoine, le paysage, maintenant, doit ne faire qu'un pour adapter nos villes et nos villages au réchauffement climatique. Sinon, nos villages sont invivables, intenables. Quand il fait 42-45 degrés au milieu de la place du champ de foire qu'on a vu tout à l'heure en plein goudron, ce n'est pas tenable. Un exemple assez intéressant, vous allez voir, qui a reçu le prix européen de la gestion de l'eau en ville. Vous allez comprendre pourquoi. Tel que c'était auparavant, une école des années 50, telle que les architectes ont su faire à un moment, avec les cours pour les enfants aussi, qu'on essaye d'améliorer maintenant, mais on a tous été élevés sur ce type de paysage-là. Donc la connexion entre la nature et l'être humain est compliquée. Si dès le plus bas âge, on nous met sur du goudron ou du béton, ou sur du plastique, des petits trucs en caoutchouté autour des jeux pour enfants, c'est vrai que le rapport à la nature est assez compliqué. Donc voilà, c'était une école. Ensuite, elle a été désaffectée, servie de stockage au service technique, et puis rasée. On a fait un petit projet dans le cadre du plan de rénovation urbaine en associant les services de la ville de Saumur, puisque c'est à Saumur, en associant les services pour vraiment qu'ils s'emparent du projet. On a rasé tout ce qui était présent. Dans le cadre du plan de rénovation urbaine, on a demandé à tous les gravats de la ville, toutes les démolitions des immeubles nous soient confiés sur le site. 1800 mètres cubes de gravats de béton concassés et de goudron des parkings, des voiries concassées mis sur place. Là, vous voyez sur la photo du bas, vous avez du goudron, vous avez du béton. 1800 mètres cubes de recyclés, autant de camions qui ne sont pas allés dans une décharge à 40 km de la ville. On met 5 cm de terre végétale dégueulasse sur l'ensemble du site, sur toutes nos petites vallées, nos vallonnements, etc. 5 cm. Encore une fois, on ne va pas prendre de la terre d'espace naturel préservé pour mettre sur la ville. Donc, c'était des terres qui étaient présentes dans le cadre du plan de rénovation urbaine, de très mauvaise qualité, comme toutes les terres présentes en ville. On met ça sur place pour effacer visuellement le goudron, le béton qui est présent en dessous. On met la potion magique, bactéries mycorhizes sur l'ensemble du site. On plante 1500 jeunes arbres, 100% de reprise, sans aucun arrosage, et ça pousse que dans des gravats. La nouvelle école qui a été refaite juste à côté, on voit ce terrain d'aventure qui apparaît, avec une vraie biodiversité qui se développe sur place, et des gamins et des grands-parents qui emmènent leurs petits-enfants dans ce terrain d'aventure, au milieu des fleurs sauvages,
et qui permet de recycler la ville sur la ville. Avec des jeux très très simples. En fait, tout le budget du projet, en fait, c'est les jeux pour enfants. Hein, le reste, c'est que du recyclage de gravats. Et pourquoi ça a eu le prix européen de la gestion de l'eau en ville? C'est pas parce qu'on a mis un tas de gravats avec des plantes dessus, c'est parce que surtout cet espace-là est devenu une véritable éponge. Donc non seulement ce qui tombe dessus est infiltré en quantité, mais en plus on a demandé à ce que tout l'amont du quartier nous soit donné sur le site pour l'infiltrer sur place. Puisqu'un sol vivant est perméable, puisqu'un sol vivant est végétalisé, est extrêmement perméable. Donc on a fait une petite zone d'infiltration encore plus pour que toutes les eaux de la nouvelle école et du quartier en amont soient infiltrées sur place. Et donc là, vous avez une zone d'infiltration qui évolue tout au long de l'année en fonction des précipitations, qui crée aussi un plus par rapport à la biodiversité. Et vous avez ce terrain d'aventure qui apparaît à la place de l'ancienne école tout en béton en goudron, un véritable espace naturel qui permet de gérer les problématiques d'assainissement en eau, puisqu'il y avait des gros problèmes de gestion des eaux dans le quartier. On n'aurait pas fait ça s'il n'y avait aucun problème. Il y avait des gros problèmes de gestion des eaux pluviales. Donc voilà l'ambiance de ce nouveau site, avec la petite école au loin. Donc la partie voirie, c'est la mairie en interne qui l'a fait, hein. On n'y a pas touché, donc on retrouve des bordures en ciment et du goudron, mais sur la partie Clos Coutard, terrain d'aventure, c'est bien un espace naturel en ville. Alors, il y a eu un événement pluvieux l'année dernière, fin juin, à Saumur. Donc je me suis dit, faut que je fonce voir au Clos Coutard comment ça a fonctionné. En allant sur place, je passe par des quartiers de la ville de Saumur qui avaient subi cet orage. Donc on voit les zones, des rues en contrebas qui étaient inondées. Donc là, je suis passé en plus une demi-heure après, donc il faut imaginer que c'était bien plus haut auparavant. On voit les trottoirs défoncés par les ruisseaux qui sont passés sur la ville. Et puis j'arrive à Clos Coutard et je vois que la petite zone d'infiltration est remplie à peu près à un tiers de ce qu'elle pouvait. Donc on aurait pu avoir un événement pluvieux bien plus important, sans aucun problème de gestion des eaux et des réseaux en aval. Sur les Chartreux, là on est vraiment en secteur urbain dense, un ancien parc abandonné. Là, cette image-là montre que l'homme doit intervenir de temps en temps quand même. Il ne suffit pas d'abandonner un site pour dire c'est formidable, c'est la nature, c'est merveilleux. Là, vous avez des branches qui tombent, des troncs qui tombent dans une ancienne mare. Ça finit par donner de la matière organique, ça finit par polluer l'eau et une biodiversité très, très peu intéressante. Et surtout un déséquilibre écologique qui fait que c'était envahi de moustiques. C'était impénétrable tellement il y avait de moustiques. Donc ça, quand vous avez beaucoup de moustiques, il y a un déséquilibre écologique dans le secteur. Vous voyez un petit peu l'ambiance du site tel qu'il était auparavant. On a simplement reconnecté l'ensemble des sources présentes sur place, les petits ruisseaux, la pièce d'eau au milieu du secteur, préserver les zones humides en faisant des passages piétons surélevés, en faisant un petit peu de land art. Vous voyez ce ruban qui permet de passer au-dessus de l'eau pour les visiteurs. Un travail très très simple en recyclant du béton pour faire des petites allées au sein de cet espace naturel. Et au final, on est en couverture d'aménager, gérer avec la frugalité. Ça tombe bien parce que je fais partie de ce mouvement-là, mais c'est très important cette notion-là. On ne va pas pouvoir dépenser des milliards d'euros et des millions d'euros sur des projets de renaturation. Il faut qu'on soit le plus frugal possible, faire le maximum pour la biodiversité, pour l'infiltrer les eaux pluviales avec le moins d'argent possible. Le Clos Coutard, ça a reçu le prix de la frugalité aussi, en plus du prix européen de la gestion de l'eau, tout simplement parce qu'on est à 23 € du mètre carré. Sortez un parc public à 23 € du mètre carré sans utiliser... voilà, tous ceux qui font du béton, etc., des choses comme ça, ils s'envolent dans les prix systématiquement, quoi. Dès que vous avez des avaloirs, des réseaux enterrés, vous vous envolez au niveau des coûts. Donc voilà. Là, on a mis tout l'argent au Clos Coutard dans les jeux et ici dans les plattelages qui nous permettaient de préserver les zones humides, tout simplement. Une autre zone humide en Maine-et-Loire, un étang qui a été creusé dans les années 80. Voilà, le monsieur a pris sa pelleteuse, a fait un trou, il a mis les terres sur les côtés et finalement la petite rivière, il l'a mis derrière la digue.
petite rivière coincée entre la digue et le village, et tous les ans, elle inondait les rez-de-chaussée des maisons en contrebas. L'été, il n'y avait vraiment plus d'eau, alors la mairie pouvait mettre interdiction à la baignade, mais ça ne servait pas à grand-chose. Voilà l'ambiance, une huée de tuyas, une pelouse tondue tout autour du site. Donc nous, on a dit, cette petite rivière qui est coincée derrière la digue, on va la détourner. On va créer un grand méandre. Et on va recréer une zone humide avec une zone d'expansion pour la rivière. Réflexe des techniciens, détourner une rivière, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est protégé, police de l'eau, on ne peut pas faire ça. C'est interdit. Très bien, nous, c'est notre projet. On n'en fera pas d'autres. Un an après, on nous appelle, vous avez 80% de subvention, il y a l'agence de l'eau qui est derrière vous, on y va, on fait le projet. Donc on tape dedans, hein, c'est vraiment un gros projet, vous voyez. On a l'impression qu'on va construire un centre commercial. En réalité, on fait de la nature en ville, voilà, on cale les niveaux pour créer des frayères, des zones plus profondes pour les poissons, etc., les circulations du public. On préserve aussi les arbres anciens qui étaient pris dans l'ancienne digue. On voit la trace de la terre. Ces arbres-là avaient été complètement enterrés dans les anciennes digues. Et voilà ce qui apparaît en cœur de ville. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est entre l'école et la cantine. C'est-à-dire que les gamins doivent passer par là pour aller à la cantine. Vous avez des frayères qui s'organisent et les gamins là, qui sont en train de rentrer dans leur petit espace naturel. Et ceux qui sont plus dans la petite école, qui sont passés tout doucement au collège, reviennent le mercredi après-midi avec leur VTT pour discuter, pour papoter au sein de cet espace naturel au cœur du village. Tous les projets de nature en ville, tels que je vous les ai montrés pour l'instant, c'est toujours extrêmement respecté. Vous avez vu le Clocoutard qui est dans un secteur, s'il y a un plan de rénovation urbaine, c'est que dans un quartier assez sensible. Il n'y a pas une seule dégradation. À Aviré, ici, il y a eu un tag sur une des passerelles. Il y a un enfant qui a fait un cœur avec le nom de la ville. Il a fait un cœur « J'aime Aviré ». Voilà, c'est la seule dégradation qu'on a eue sur place. Regardez bien cette passerelle, tout en acier brut, très très simple, très très compliqué aussi vis-à-vis des entreprises qui veulent absolument thermolaquer les choses. Ils veulent mettre une garantie décennale, donc il faut thermolaquer la ferraille, etc. Nous, on sait très bien que dans 100 ans, elle sera encore là, ce n'est pas un problème. Regardez ces prairies aussi naturelles qu'on laisse s'épanouir jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de septembre. Tant que vous avez des fleurs, vous les laissez tranquilles. Même si ça ne vous plaît pas, si vous trouvez ça sec, moche, mort, etc., c'est faux, c'est vivant. Il y a encore des insectes qui vont se servir de ça pour s'abriter. Il y a encore des petites plantes sous la prairie. Toujours ces étages de l'oasis. Une prairie, c'est un véritable étage. Vous avez l'impression que tout est sec et tout est grillé en partie superficielle. Mais en fait, ça abrite tout ce qui se passe au niveau du sol. Donc, laissez pousser ces espaces-là. Voilà les gens qui rentrent sans problème de l'école pour rejoindre leur quartier d'habitation avec, lorsqu'il y a des crues, tout est calé pour qu'il n'y ait plus d'inondation dans les maisons et qu'il y ait toujours un passage qui permette aux gens de circuler dans le village tout en permettant l'expansion des eaux de pluie. Donc beaucoup d'articles sur ce projet-là, beaucoup de récompenses. Et regardez ma photo avec la passerelle qui sert de couverture au guide qui est présent dans toutes les mairies de France sur la GEMAPI. Comment justement gérer les problèmes d'inondation avec le paysage. Un petit détail important aussi, on a commencé à en parler ce matin. Un espace au cœur d'une ville, pareil, qui était tondu en permanence, comme ça se faire les services techniques, hein, les jardins des villes. Quand vous laissez pourrir sur place de la matière organique en permanence, finalement, vous enrichissez le sol, mais vous appauvrissez la biodiversité. Encore une fois, hein, la biodiversité, c'est le minéral, la vie du sol et les insectes, les oiseaux qui se développent dessus. Donc, trop riche en matière organique, c'est pas bon du tout pour la biodiversité. On a fait un petit projet, voilà, très très simple. Toujours un florissement maximum, plutôt là pour le coup de fleurs sauvages pour les oiseaux, les insectes. On change complètement d'ambiance. Vous voyez, vous avez des jeunes filles qui viennent se faire une séance photo avec leur jolie robe au milieu des fleurs. C'est parfait, hein,
compte tenu de ce qu'il y avait avant, une pelouse tondue avec de la matière organique qui pourrissait sur place, je préfère largement ça. Et voilà des petites zones de jeu pour enfants, tout en conservant les vieux fruitiers qui ont peut-être effectivement 10-15 ans d'espérance de vie, mais qui par leur structure, par leurs aspérités, par leurs défauts, sont des abris pour les insectes, sont la nourriture pour les insectes. Donc conservons au maximum ces éléments-là pour créer ce type de paysage en ville. Mais les vieux réflexes continuent. C'est-à-dire que passer la clôture, c'est la même ville, c'est les mêmes services, c'est les mêmes projets, mais on a toujours ces vieux réflexes qui fait que là, pour le coup, il a son beau casque pour le protéger du bruit, il emmerde tout le monde et il détruit la biodiversité. Alors qu'il veut faire propre, il veut faire plaisir à ses élus, à la population. Un exemple assez parlant aussi, l'extension d'une zone d'activité. Donc on a été attributaire du marché, on avait 6 millions d'euros de budget pour viabiliser une extension de zone d'activité. On fait des gros travaux, voilà, c'est du sérieux, il y a des camions, il y a des entreprises, c'est de l'économie, donc il faut y aller, quoi. Mais quand même, il y a des contraintes environnementales. Pour moi, ce ne sont pas des contraintes, c'est au contraire des éléments qui vont enrichir le projet. Notre-Dame-des-Landes, ce n'était que des contraintes environnementales. C'était des zones humides, c'était de la biodiversité, c'était des haies bocagères qui fait que finalement, ça ne s'est pas fait. Mais ici, vous aviez les mêmes contraintes. Vous aviez des haies bocagères, vous aviez de la biodiversité, des espaces protégés, des zones humides. On a pu faire la zone d'activité en préservant cette biodiversité. On s'est servi effectivement de tout ce qu'on avait sur place, des anciennes haies bocagères pour faire la piste cyclable. Là, on voit commencer à apparaître des procédés comme chaussée végétale qui permettent de faire des allées en dur, mais qui sont perméables végétalisées. Vous avez vu aussi, pas de bordure. Hein. Sur mes projets, il n'y a plus jamais de bordure. Hein. On laisse s'infiltrer l'eau sur les abords des voiries, même si c'est des voiries lourdes pour les camions. Voilà l'ambiance qui est générée au sein de la zone d'activité. Vous avez la voirie lourde pour les camions et vous avez la voirie douce pour les piétons et les vélos. Et vous avez bien des camions qui sont sur place, sans avoir des doubles bordures pour les empêcher de tout massacrer autour d'eux. Vous avez des petits potelets bois qui suffisent largement à limiter l'impact de ces gros camions sur l'environnement direct de la voirie. Voilà, quand les gens circulent, vous avez des entreprises qui s'intègrent. Encore une fois, aucune bordure dans le projet, aucun tuyau, aucun aménagement classique de zone d'activité. Et vous avez un passage piéton avec ces dalles podotactiles, mais les gens passent au milieu, voilà, passent sur une petite passerelle au-dessus de la noue et vont traverser la route dans un paysage totalement différent de ce qu'on voit d'habitude dans les zones d'activité. Avec, vous voyez, un arbre mort dont on a conservé le tronc pour les insectes xylophages, etc. Voilà d'autres zones de cette zone d'activité, avec cette allée végétale en chaussée végétale qui n'est jamais tondue, hein, mais qui est vivante, et des noues qui permettent d'irriguer les arbres au bord de la chaussée. Cette zone d'activité, 6 millions d'euros de budget pour la sortir. C'était notre budget. On l'a sorti à 3,5 millions. On a presque divisé par 2 les coûts d'aménagement, en évitant de détruire la nature, en se servant de la nature. Voilà, pas de bordure en ciment, pas de réseau enterré, des allées simples qui sont perméables et végétalisées. Bien sûr, toutes les notions de rétention, eh ben, on les a mis dans les zones humides. Alors, je n'ai pas mis la photo, mais il ne faudra pas que j'oublie de la mettre la prochaine fois. La zone humide, c'est le bassin de rétention de la zone d'activité, mais il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de bâche plastique noire avec des débourbeurs désilaires. C'est simplement la zone humide qu'on réalimente avec les pluies qui tombent sur les voiries et sur les bâtiments de la zone d'activité. Il n'y a rien de plus simple. Et la biodiversité, il y avait déjà des choses intéressantes auparavant, mais il y a plus de biodiversité après sous forme de zones d'activité. Donc vous voyez qu'on a toute une carte à jouer. Pour ce qui est des sols vivants, je vais vous montrer un projet, vous en avez peut-être entendu parler, qui démontre bien cette notion de symbiose entre le minéral et la végétation. Là, pour le coup, vous avez un château en 1932 qui brûle, au milieu de ses douves. Donc aucune terre végétale, pas du tout de terre. Et vous arrivez 90 ans après, vous avez une véritable forêt qui s'est développée dedans. Dans le minéral, en réalité, hein, dans les façades, c'est une véritable falaise naturelle, ce château. Et vous voyez, donc dans la cour intérieure qui est entièrement pavée, avec que du caillou et des pavés,
au milieu des pavés, vous avez, sur les pavés, vous avez les racines qui circulent, les bactéries, les mycorhizes qui font le lien avec ce qui se passe en dessous, et vous avez une forêt qui se développe sur une cour pavée. Donc on voit bien qu'on n'a pas besoin de terre végétale. Dès qu'on commence à introduire ces notions de terre végétale ou d'engrais, machin, on est mort. Surtout si vous faites ça sur des places de stationnement. Les mélanges terre-pierre, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la première erreur à éviter. Dès que vous avez la terre dans un système compacté et efficace pour faire des voiries ou des places de stationnement, ça se termine très très mal. Ça fait de la boue, forcément l'hiver. On l'a un peu esquissé en disant qu'il y avait des sites qui pouvaient se le permettre à condition de ne pas y aller l'hiver. Mais si on veut voir se garer l'hiver sur un mélange terre-pierre, ça ne marche pas. Donc voilà ce site-là qui montre bien que en fait, les plantes ne vivent qu'en symbiose qu'avec le minéral. Et encore une fois, il suffit de préserver ce qui existe sur place, de le booster un petit peu avec un fleurissement très naturel tout autour pour booster un petit peu la biodiversité. Et première étoile au Guide Vert en 2022 pour un site qui est une ruine en fait, qui est une ruine à l'abandon qui devient un site majeur touristique du secteur. Un parking qui était en zone inondable, en zone humide. Quand la nappe phréatique montait, les plaques de goudron se soulevaient. Donc au bout de quelques années, c'était devenu impraticable. On a fait un projet de parking 100% naturel. Au centre, vous avez ici de la grave compactée. Ici, vous avez non pas une bordure, mais un chevron de robinier. Robinier qui est un bois naturellement imputrescible. Ici, vous avez de la chaussée végétale et des places en stationnement. Voilà. Là et là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, vous n'avez pas de vie du sol. Ici, vous avez la potion magique. Là, vous n'êtes pas perméable. Là, vous êtes extrêmement perméable. C'est exactement la même chose. Les mêmes structures, le même compactage. C'est vraiment résistant. C'est pour les voitures, les camions, il n'y a pas de problème. C'est du dur. Mais d'un côté, vous êtes vivant et avec la petite potion magique, donc vous êtes extrêmement perméable. De l'autre, c'est stérile, il y a du minéral, vous n'êtes pas du tout perméable. Et puis finalement, on s'aperçoit que ces feuilles qui tombent à l'automne, elles sont plutôt guidées vers les espaces vivants, vers les sols vivants. Naturellement, le vent pousse les feuilles vers les espaces où les feuilles pourraient être dégradées dans quelques temps. Une place PMR, on se dit qu'une place PMR, c'est forcément extrêmement, soit en béton, soit en goudron pour les fauteuils roulants. Non, vous avez un espace qui est dur, avec des aspérités totalement adaptées au passage des fauteuils roulants, mais vous avez des champignons et de l'herbe qui pousse dessus. Là, vous avez des gens qui sortent de leur voiture, qui ne sont pas en train de se prendre les pieds dans de la boue, en train de se salir les chaussures. Vous avez quelque chose de très efficace, mais qui est parfaitement adapté. Et ce parking-là, du coup, comme il est inondable, effectivement, il passe certaines années, pendant un mois, sous 1 mètre d'eau. Donc vous avez, là, sur la petite photo ici, là, vous avez le parking qui est juste là. Il passe 3 semaines sous 1 mètre d'eau. Et bien l'eau, à la décrue, s'infiltre et les voitures se garent directement dessus. Il n'y a aucun problème de boue. Comme il n'y a pas de terre dans le système, en fait, si on avait fait des mélanges terre-pierre, c'était la catastrophe. Là, ça aurait été un champ complètement ravagé par les voitures qui arrivent avec l'humidité. Ça s'infiltre, c'est que du minéral, c'est compacté, c'est vivant. On peut rouler dessus, on se gare dessus, il n'y a aucun problème. Ce qui a été dit tout à l'heure, les voitures font de l'ombre, donc ça ne pousse pas. Totalement faux, c'est ce qu'on imaginait aussi avant. Effectivement, on se dit, on fait une place de stationnement enherbée, et la voiture se gare toute la journée dessus, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, ça ne va pas marcher. La lumière sur les abords de la voiture suffit largement à faire pousser les plantes. Il n'y a aucun problème. C'est des idées reçues comme ça voilà, il faut démontrer absolument que ça fonctionne autrement, différemment. Un cimetière tel que vous les aviez un petit peu partout en France jusqu'en 2022, puisque c'est juillet 2022, il y a quelques mois qu'il est enfin interdit de passer des produits chimiques dans les cimetières. Sauf si le cimetière est entouré de murs. Là, vous avez le droit, parce que vous pouvez protéger la population des produits chimiques. Et comme tous les cimetières de France ont un mur autour, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas interdit encore de passer des produits chimiques dans les cimetières. Mais il y a une prise de conscience quand même. Donc il y a des gens il y a de plus en plus de cimetières végétalisés. Donc voilà ce que c'est devenu au même endroit.
quelques mois après. Tout ça, c'est que de la gestion de l'eau en réalité. C'est que de la gestion de l'eau, des sols vivants et perméables qui permettent de générer une biodiversité. Donc voilà, ça c'est un des premiers cimetières à être vraiment végétalisé de manière ambitieuse et qui avait été expliqué justement via les CAUE au maire d'Île-de-France. Voilà, donc là je termine la conférence avec des exemples plus précis. Voilà, une rue, là il se trouve que c'est en région parisienne, mais ça sera à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, ça serait exactement la même chose. Ou à Blois. Hein. On a su faire ça un peu partout en France. Le projet, qui est assez ambitieux, puisque vous avez compris, hein, tout l'assainissement des eaux pluviales se fait maintenant sur les trottoirs. Donc on travaille tout, les places de stationnement, les trottoirs, les circulations. Voilà, avec d'autres techniques qui changent complètement. On va plutôt parler de trame brune, de sol vivant à l'échelle de la ville. Et là, c'est une photo importante pour vous, justement. Qu'est-ce que c'est un sol vivant en ville? Qu'est-ce que c'est une fosse de plantation en ville? C'est plus du tout des choses qui sont bien calibrées, compactées, etc. Ce sont effectivement cette circulation de bactéries et de mycorhizes dans le minéral qui permettent de faire des sols qui sont vraiment durs et résistants, mais qui permettent aussi une végétation de s'implanter. Donc là, vous avez, on n'a pas un cercle d'arbres autour, vous avez simplement ce pied d'arbre qui pousse au milieu des pavés, qui sont tous pavés joints végétalisés, et qui finalement, au bout de quelques dizaines d'années, on enlèvera 2-3 pavés pour ne pas gêner la croissance de l'arbre. Et voilà le projet tel qu'il apparaît au bout de quelques semaines d'implantation. Vous voyez, vous avez des transports en commun qui circulent, et ces trottoirs qui, finalement, sans aucun entretien, hein, il n'y a pas de tondeuse, il n'y a personne qui vient les tondre, c'est simplement le déplacement des piétons et des vélos qui permet de garder cette végétation entre les joints. Et vous voyez apparaître le fil d'eau de toute la voirie pour irriguer les arbres. Donc tout ça fait un espace complètement végétalisé et autonome en gestion, en entretien. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement bien malgré les canicules. Avec les 3 mois de canicule qu'on a eu, 3-4 mois de canicule qu'on a eu cet été, et ben c'est ouvert là-bas. Hein, le pavé protège et les bactéries et les mycorhizes jouent leur rôle hein, de faire remonter l'humidité sous le pavé. Donc les joints restent ouverts, il n'y a aucun problème. Vous voyez un quai de bus qui est végétalisé. Hein, tout ça, c'est comme une petite pelouse actuellement. Et puis en pied de passade, toujours, on se fait plaisir et puis on fleurit devant chez les gens pour s'approprier l'espace public. D'autres projets dans la région nantaise où là, on va mettre le paquet sur le fil d'eau, le caniveau qui va reprendre les eaux pluviales. Donc voilà, vous avez un passage piéton et ce caniveau qui reprend les eaux pluviales est végétalisé et donc perméable et va infiltrer énormément d'eau du fait qu'il soit végétalisé, tout simplement. Donc, quand j'ai entendu parler d'hydroway tout à l'heure, hydraway, ce sont des enrobés perméables. En fait, si vous n'avez pas de vie du sol en dessous, ça n'infiltre que sur l'épaisseur du revêtement. Un enrobé perméable ou un béton perméable, la perméabilité, elle est faite que dans les premiers trous du revêtement. Mais si vous avez en dessous des grappes compactées qui ne sont pas perméables du tout parce qu'elles ne sont pas vivantes, ça n'infiltre que dalle. Donc, ce sont des matériaux qui ne servent à rien du tout, sauf à vous faire sortir le carnet de chèques parce que ça coûte un bras. Hein, comme toutes les dalles alvéolées en plastique, toutes ces choses-là, si vous avez de la terre et des dalles alvéolées en plastique, c'est une catastrophe, quoi. Ça pollue les sols, enfin bon, bref. Là, c'est hyper simple. On joue sur le minéral, on joue sur des éléments compactés, sur des structures de voirie classiques. C'est vraiment compacté, c'est vivant, ça change tout. Et vous voyez apparaître cette gestion de l'eau à l'échelle de la ville sur l'ensemble d'un boulevard. Voilà, encore une fois, un quai de bus qui commence à se végétaliser tout doucement. Et puis, les notions de réseau. Parce que tous les gros problèmes qu'on a dans les aménagements urbains, ce sont les techniciens qui vont dire non, ça on ne peut pas le faire. Non, il y a des réseaux, donc on ne peut pas planter. Ça ne marche pas parce qu'on ne connaît pas, etc. Regardez, dans tous ces aménagements que vous avez vus sous les yeux, Fontevraud tout à l'heure, c'était rempli de réseaux. Mais on a planté de manière intensive parce qu'on a des techniques qui nous permettent de préserver, bien sûr, la technique
des réseaux, mais encore une fois, vous n'avez aucune plante qui va avoir intérêt à couper un câble électrique. Elle s'en fiche complètement du câble électrique. Ça passe dans la fosse et les racines tournent autour. Les bactéries et les mycorhizes ont autre chose à faire que de rentrer dans un tuyau de gaz en fonte. Elles s'en fichent totalement. Elles vont aller en profondeur pour aller chercher de l'eau. Le tuyau de gaz, elles s'en fichent totalement. Et donc, dans tous ces projets-là, on a l'autorisation de planter sur les réseaux, bien évidemment. Il faut y aller un petit peu, hein, faut se battre, parce qu'on nous dit non. Mais voilà, on insiste et on démontre qu'on l'a déjà fait et que ça marche très bien. Donc voilà, maintenant on a toute une gamme de matériaux, que ce soit de la chaussée végétale, des pavés. Maintenant, avec des industriels de Vendée, on a mis au point un pavé perméable à partir de coquillages recyclés, de coquilles d'huîtres recyclées, qui en plus le liant est bas carbone. Donc là, vous avez pour la première fois un pavé vertueux pour faire les aménagements urbains de manière intensive, parce que tous les pavés que je vous ai montrés depuis le début, ce sont des pavés du Portugal ou d'Inde, hein, qu'on importe à grands frais. Et on a de plus en plus de mal à les avoir sur les chantiers en plus, parce que problème de circulation, de transport à l'échelle planétaire, bien évidemment. Jusqu'à la toiture végétalisée, puisque, encore une fois, là, vous avez un exemple de toiture végétalisée qui est faite de coquilles d'huîtres, potion magique de vie du sol, et vous développez des prairies naturelles sur les toitures. En plus, vous avez une couleur blanche qui éloigne la chaleur des bâtiments. Là, il y avait des architectes et des urbanistes qui disaient cet été, il faut absolument peindre les toitures en blanc. Et puis après, l'hiver, on va les peindre en noir pour que la chaleur revienne. Non, là, vous avez des choses qui sont quand même vachement plus intéressantes. Vous avez des toitures végétalisées qui sont bonnes pour la biodiversité et qui gèrent aussi les eaux pluviales. Je vais vous montrer un exemple pour terminer hein, dans la présentation. Un projet de cours d'école pour une commune de Vendée. Donc voilà, assez ambitieux. Que des revêtements qui permettent aux enfants de circuler sans s'abîmer les genoux, sans se mettre de la boue partout et sans rentrer dans la salle de classe en ayant de la boue jusqu'aux yeux. Tout ça, ce sont des choses qui sont maîtrisées avec de l'eau. La gestion de l'eau, vous avez une petite mare, voilà, une intégration de l'eau dans le projet, des jeux pour enfants très simples en bois, etc. Donc ça, c'est le projet qui leur a permis d'obtenir 80% de subventions du département et de la région, je crois. Voilà ce qui a été fait à partir de l'esquisse. C'est-à-dire qu'une fois que les subventions ont été attribuées, les techniciens de la commune, les élus, sont dire nous, on est bien capable de le faire. La jolie petite esquisse que M. Delacroix nous a fait il y a 2-3 ans, là, on est tout à fait capable de le faire, nous. On va le faire en interne. Avec petite entreprise locale, là, on va travailler localement, on est bien, on sait faire, nous, on a compris le principe, il faut mettre un peu de pelouse. Voilà le résultat. Et sans aucun problème, c'est-à-dire que le préfet vient inaugurer ça, et c'est une grande fierté. Vous voyez les arêtes en béton vive, etc. Vous voyez, il n'y a même pas la base de la moindre réflexion. On ne parle même pas de biodiversité, mais même par rapport aux enfants. Donc voilà, notre regard doit vraiment changer. Plus de bordure. Là, vous avez un quai de bus avec un abrébus biosourcé, une toiture végétalisée dessus. Le simple potelet bois en chêne suffit largement à maîtriser la circulation. Vous voyez, on peut recycler des vieux pavés présents sur la commune sans aucun problème. Beaucoup de villes de France ont des stocks de pavés ou, sous les voiries actuelles, ont des pavés. Donc, retrouvons-les, remettons-les dans l'aménagement urbain. Voilà, des villages du 37 tels qu'ils sont réhabilités, avec des engins agricoles qui passent dessus, des camions qui passent dessus, il n'y a aucun problème. Les camions peuvent aller tout à fait sur les accotements, puisque la voirie elle est pincée à 3,50 m ou 4 mètres. Donc de toute façon, 2 camions ne peuvent pas se croiser, 2 voitures ne peuvent pas se croiser. Donc ils sont obligés de rouler dans le caniveau ou sur le trottoir. Mais comme c'est fait pour, il n'y a aucun problème. Voilà, il faut accepter qu'il y a un petit peu d'herbe folle hein, qui pousse un petit peu sous les bancs publics. On peut faire pousser on peut faire aussi de l'agriculture urbaine sans aucun problème. Là, vous avez 150 plants maraîchers qui poussent sur 1 mètre carré. Encore une fois, en mariant le minéral et la vie du sol. Et puis des grands boulevards, là, en région parisienne, avec énormément de flux, les camions poubelles, les camions, des gens qui circulent dessus. Vous voyez, la gestion de l'eau dans les noues qui irriguent, des gens qui font leur sport au milieu de cette nature, au milieu d'un boulevard très urbain. Cette petite maman et sa petite fille là, qui cueillent un bouquet. Vous voyez, sur le dos de la poussette, vous avez un bouquet de marguerites. Et puis cette petite fille qui rentre chez elle avec son coquelicot à la main, sur un trottoir perméable et végétalisé, en ville, sans aucun problème. Acceptons que quelques herbes folles poussent aussi
Vous voyez, même le chardon est intéressant. Le chardon, c'est complètement lié au chardonneret, l'oiseau, qu'on a quasiment totalement perdu hein, de notre territoire. Les sons aussi, exprimer les chardons. Il y a une loi qui date de Napoléon qui impose à tout le monde d'arracher les chardons. Bah, ça fait quand même 220 ans. On va peut-être passer à autre chose maintenant et laisser ce genre de plantes pousser au sein des aménagements. Merci beaucoup.